Aujourd'hui, c'est le Mali qui décide ce qu'il veut faire, avec qui il veut faire, comment il veut le faire. Et là, cette liberté et cette souveraineté de prise de décision sur des questions aussi vitales comme la défense du pays et la sécurité des personnes et leurs biens, je pense que ça au mérite de l'armée malienne sous leur leadership. Okay. Je crois que ces élévations, ces gradations, c'est là où il faut expliquer. Parce que malheureusement, je l'ai dit, la fonction politique du président Assimi n'a pas de communication politique à hauteur de souhait pour mieux expliquer le pourquoi de ces nominations. On pense que là où les gens s'attaquent pour essayer de réduire le mérite, si vous me permettez de finir, c'est juste que le timing. Au moment où on avait libéré Kidal, Ber, beaucoup de zones, je parle sous le contrôle du professeur, dans beaucoup de zones, donc les Maliens se sont rendus compte que vraiment l'armée a eu raison de faire partir, en tout cas le CNSP, la gouvernement traditionnel, de faire partir les forces onusiennes parce que ça nous a permis de récupérer, pas seulement Kidal, je vais finir juste, même quand vous prenez Kidal, pour pouvoir aller à Kidal, il fallait demander l'autorisation avec le ministre pour pouvoir aller à Kidal. C'était quand même pratiquement une honte, une humiliation pour nous. Donc c'est ce mérite-là qu'il faut mettre en avant. Et pourquoi le timing n'est pas bon? Au moment où les Maliens se cherchent, il n'y a pas d'électricité, l'école se cherche, les vendeurs de, comment vous appelez ça, des gens de Graval, comme on appelle le parc animalier, sont en grève, il n'y a pas de route. Donc le timing politique, les gens ont souci maintenant de leur survie. Les gens sont en train de subsister. Donc, en un mot, cette élévation au grade de général ne devrait pas intervenir, ne devrait pas arriver en ce moment. En ce moment, parce que en politique, c'est une mauvaise communication. Donc, vous pensez qu'il n'a pas de bons conseillers à ce niveau-là? Je ne vais pas jusqu'à dire ça. Il a besoin vraiment de renfort. Il a besoin d'un vrai 10. Comme vous? Ben, bien sûr. Est-ce que si vous faites appel aujourd'hui, vous êtes en mesure d'aller le coller? Bien sûr. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne peux pas comprendre que vous avez le pouvoir, vous avez l'armée, vous avez des soi-disant soutiens du pouvoir qui ne sont pas capables de mieux expliquer, de convaincre l'opinion. Il suffit qu'un homme politique sorte pour tenir une phrase et ça fait polémique. Ça veut dire que cette information n'a pas été bien expliquée. Et la deuxième chose, qui est son conseiller politique. Parce que chaque cérémonie doit obéir vraiment à l'adhésion de l'opinion nationale. Alors que l'opinion nationale est divisée aujourd'hui parce que quand on fait dire oui, d'accord, vous êtes là, vous élevez, nous on est dans le noir. Vous êtes là, vous élevez, nous on n'arrive pas à vivre. Vous êtes là, vous élevez, il n'y a pas de route. C'est ça qu'il ne fallait pas faire. Donc il fallait attendre soit le bon moment ou alors faire au moment que Kidal avait été libéré. Erreur de communication. Très bien. Docteur Ahmadou Touré, vous déplorez tout à l'heure le fait que vous n'avez pas senti cette ferveur autour de cette cérémonie de gradation parce que vous n'avez pas senti cette communion entre les nouveaux généraux et une partie du peuple. Vous parlez de ferveur. Est-ce que cela, qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce qu'il y a un malaise à ce niveau? On sait que ça pourrait. Je vois et je suis sûr que presque nous sommes dans cette logique. Et c'est ce qu'il faut retenir pour qu'à cette gradation, peut-être il y a une finalité pour qu'on puisse aller aux élections. D'accord. Il y a une finalité pour qu'on puisse aller aux élections. Issa Kaoudim, rapidement, quand on parle des acteurs de la transition, on ne peut pas parler des acteurs sans pour autant parler de vous en tant qu'acteur clé, sinon un des acteurs clés, je veux dire ainsi, en tout cas de la transition qui est en cours aujourd'hui. Les militaires, certains se diront, ils sont servis, ils ont été servis. Le colonel, il passe au grade de général de corps d'armée. C'est quand même le sommet, en tout cas, qu'on peut espérer dans une armée. Alors, les acteurs clés, comme vous, du M5 RFPI, qu'est-ce que vous obtenez justement dans cette transition? On a l'impression que vous sortez bredouille, hein? Non, moi je ne fais pas lecture sur une question. L'État, c'est tout le monde. À un moment donné, il y a des situations qui font que vous pouvez avoir accès à certaines dimensions, mais la légitimité de la lutte, là où je ne suis pas d'accord avec le brillant ami du pouvoir, c'est que il dit si ce n'est pas la transition. Mais ceux qui sont là, si ce n'est pas la transition, comment ils vont être des généraux d'armée? C'est cette transition qui les ont mis. Mais ils ont été pourtant colonels avant la transition. Attendez, on parle de gradation. Il a parlé de certains PM. Tout le monde connaît ma position par rapport au PM. Mais il n'est pas pris dans le caniveau, comme il a dit. Sans le M5, on ne parlera pas de parachèvement. Il faut respecter l'histoire de la lutte. Maintenant, chaque moment, il peut avoir une nouvelle légitimité liée à ce qui a été fait.
quand l'imperturbable patriote Assimi est venu aux affaires, on ne le connaissait pas. Mais moi, j'ai dit qu'il est patriote et qu'il est imperturbable, qu'il mérite d'être président. Il n'était que vice-président. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. J'ai été frappé, déchiré. Alors, il faut qu'on respecte un peu la lutte et les prises de position qui n'est pas opportuniste. Après, vous êtes trompé avant de vous raviser. Non, je ne suis pas trompé. Moi, je suis quelqu'un qui, comme vous avez dit, je suis un 10. Voilà, si vous savez où je vais, comment je vais marquer des buts. C'est ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, la question n'est pas pourquoi ils sont généraux. Je l'ai démontré que ce qu'ils ont fait pour l'armée le mérite. Même s'il était promu maréchal, il n'y a pas de scandale. La question n'est pas là-bas. La question est qu'il a une double fonction. Il est chef militaire. Parce que le président de transition, ça fait de lui chef militaire, chef suprême des armées. Okay. Et il est président de transition, ça fait de lui aussi chef politique, de décision de nomination. Alors que dans le commandement, l'autorité militaire obéit à l'autorité politique. Mais il n'est pas le premier à exercer cette fonction. Dans la survie, il y a tant d'exemples. Les autres font des transitions pour partir. Et sauf que cette fois-ci, lui ne partira pas. Il faut être réaliste. Il va faire des élections, mais il ne partira pas. Moi, et qu'est-ce que vous faites dire? Est-ce que vous êtes dans le secret des choses? Je suis dans les informations, pas dans les secrets. 5 ans de transition n'a pas été fait pour faire des élections. Si c'était juste pour faire des élections, passer la main à la coutume comme on a fait avec Alpha Omar Konaré à travers ATTP à son âme, ou bien capitaine qui est devenu général Aya Sanogo, on n'allait pas aller à ce scénario parce qu'on n'a pas le changement de paradigme. Et on a dit de respecter un certain nombre de choses. Donc ces 5 ans nous amènent à une nouvelle lecture. La lecture, c'est quoi? Il y a une nouvelle constitution. Et il doit avoir aussi des sénats, il doit avoir aussi les institutions de cette nouvelle constitution. Donc, ce que les gens pensent, ce que les gens disent, chacun est libre. S'il y a eu tant de bruit, de brouhaha autour de ces nominations, parce qu'on sait qu'Assimi est candidat. Issa Kaoudi, ma question est toute simple. J'ai dit aujourd'hui, on ne pourra pas parler de transition sans pour autant faire allusion à vous, à votre mouvement, d'abord la Troïka jusqu'au M5 RFP. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle? Parce que les militaires, quand même, on a l'impression qu'ils ont gagné la part du lion. Non, moi je ne vois pas. Les militaires, quand vous dites les militaires, vous amenez au CNSP. Moi je vois l'armée. C'est l'armée malienne, c'est l'armée du peuple. Et l'armée apolitique. L'armée est là pour le peuple. À un moment donné, l'armée est intervenue pour l'intérêt supérieur du pays. Ils sont venus pour parachever la lutte sur des questionnements, mais ils ont évolué. Mais dans leur évolution, ils ont pris des décisions qui n'étaient pas forcément comprises, qui étaient même contradictoires, en tout cas au schéma qui était indiqué. Mais l'État a donné raison sur un point qui est essentiel. C'est-à-dire que la reconquête du territoire et la souveraineté retrouvée. C'est sur cette question que Assimi a renforcé sa légitimité. Mais ça ne suffit plus. Maintenant, aujourd'hui, face à la situation sociale difficile, qu'on a l'impression qu'il n'y a même plus de Premier ministre, donc c'est là qu'il faut aller à une nouvelle feuille de route. C'est pour cela que j'ai dit aujourd'hui, il faut renforcer le président à travers vraiment, ça ne fait pas votre question, j'ai fait une petite diversion, digression, c'est qu'aujourd'hui, il faut un Premier ministre qui fédère. Il faut un Premier ministre avec une feuille de route qui soit moins dans les intrigues politiques, mais qui est dans le chemin des objectifs assignés par le président de la République. Au moment où on est dans cette situation, quand on parle de clarification, quand on dit que dans les jours à venir, je vais faire un discours pour dire ma position, mais on a l'impression qu'il y a une sorte de je ne vais pas jusqu'à dire dissidence, mais de dysfonctionnement. Parce que un Premier ministre de l'État, non, je ne dirais pas ça, mais un Premier ministre, c'est censé être vraiment un fédérateur. Non, pas fédérateur, la mise en œuvre de la volonté du président. Alors qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte de dissonance et qui ne se justifie pas. Parce que quand moi j'ai eu des soucis, et je l'ai dit, au départ il disait que est-ce que ces derniers discours sont conformes à la volonté du président de transition? Je pense que les Maliens sont unanimes aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc c'est de là qu'il faut renforcer le camp gagnant, parce que le cas d'Assimi aujourd'hui représente la fêtière qui est l'armée, mais qui doit évoluer à des élections générales où je suis d'accord avec la ministre. Très bien. Parlant des élections générales, oui, est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de Maliens, monsieur Dr Ali Ahmadou Touré, se disent avec cette gradation, cette cérémonie d'élévation des colonels au grade de généraux, nous nous acheminons vers la fin de la transition. Beaucoup de gens pensent que effectivement nous ne sommes pas très loin de l'organisation des élections, même si Kaoudim met en doute un tout petit peu cette élection, qui pense-t-il
aux élections, en fait, les événements qui viennent de se passer, pour nous, c'est de bon augure. Et nous sommes dans la projection en se disant c'est une bonne situation pour qu'on puisse aller aux élections, mais on n'a pas toute la certitude. On n'a pas tous les éléments. Et vous savez, c'est tout un processus. Il faut être sûr que toutes les conditions sont réunies. Et au jour d'aujourd'hui, il faudra qu'il y ait une rencontre vraiment officielle avec toutes les parties prenantes pour qu'on sache exactement où est-ce que nous en sommes et quelles sont les actions qui peuvent être entreprises pour au moins pouvoir même proposer une date probable des élections. Et je pense que c'est des questions essentielles au jour d'aujourd'hui. Et comme je l'ai toujours dit, il est toujours utile d'aller rapidement aux élections pour plusieurs raisons. Et ça donne plus de stabilité, ça donne plus de confiance, ça donne plus de certitude. Et au moins, les gens sauront exactement sur quel pied danser. Mais ceux qui sont aux affaires, ils ont aussi des dimensions qu'ils essaient d'intégrer. Et nous, on ne peut pas tout maîtriser. Nous ne pouvons qu'être souvent des observateurs et souvent des acteurs en fonction des informations que nous avons. Et on l'a toujours dit, nous sommes dans un processus démocratique, qu'on le veut ou pas, même s'il y a une interruption. Et nous avons choisi d'être dans un pays démocratique, de pratiquer cet exercice. Et il est toujours bon que nous ayons ce comportement à tous les niveaux. Et ce comportement doit être ancré au sein de toutes nos organisations. Et ce comportement, on doit faire en sorte que ça soit valorisé pour qu'au moins on puisse vraiment asseoir cette valeur universelle pour que les Maliens puissent vraiment avoir cette pratique démocratique à l'échelle. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et nous espérons qu'avec ce processus, les gens tireront les leçons. Parce qu'on a suffisamment souffert. Et qu'on puisse faire en sorte que les bases soient claires pour tout le monde. Et pour éviter de tomber, de revenir sur les mêmes erreurs, les mêmes échecs. Et pour que les Maliens puissent vraiment donner les ouf. Les derniers ouf de développement, de soulagement. Et j'espère que c'est l'une des dernières situations que nous allons vivre. Et nous espérons que nous serons un pays suffisamment démocratique et que tous les partis politiques feront cet exercice au sein du parti. C'est ce qui est demandé. Ce n'est pas de dire nous sommes en démocratie. C'est un comportement. Et au sein même de la vie, on doit avoir ce comportement démocratique pour que le Mali puisse vraiment être émergent. Très bien. Rapidement, docteur Ahmadou Touré, vous parliez tantôt du cas du général d'armée, du corps d'armée qui était absent justement lors de cette cérémonie de gradation au palais de Kouloua. Il s'agit du général Modibo Koné, non moins chef de la sécurité d'État. Il y a quand même un décret qui dit que le chef du service de renseignement ne doit pas apparaître, en tout cas lors des cérémonies publiques. C'est ce qui a peut-être valu son absence lors de cette cérémonie présidée au palais de Kouloua. Mais le lendemain, justement le mardi, il a été au palais de Kouloua pour recevoir les attributs des mains du général d'armée Assimi Goïta. Et le lendemain, nous l'avons vu lors d'une visite, en tout cas cette fois-ci, il n'était même pas en treillis, mais en boubou blanc. Comme d'habitude. Justement, dans le royaume chérifien, lorsqu'ils sont allés présenter les condoléances au shérif Bouye, etc., suite au décès d'une de ses épouses. Alors, ça coupe court, justement, à son état de santé fragile, parce que beaucoup de gens avaient spéculé là-dessus, justement, à l'époque. Oui, en réalité, ces deux événements, son absence remarquée, et le coup médiatique et la communication gouvernementale qui a suivi, prouvent à suffisance qu'au Mali, nous avons beaucoup de manipulations, beaucoup d'interprétations. Et atteint en tout cas le sommet, on va dire le firmament au sein en tout cas des régimes militaires, parce que c'est le responsable, pas des moindres qui soient en prison pour des raisons politiques. Moi je pense que ça va de pair. Il faut aller à l'apaisement, il faut faire en sorte que les politiques puissent être intégrés dans la discussion. J'ai vu par exemple la sortie du ministre chargé de l'administration, le général de corps d'armée Ablaye Maïga. Le général de division. Pardon, du général de division. Division, excusez-moi. Non, c'est lui qui est division, les autres sont. Excusez-moi de lapsus. Donc, il est sorti, il est parti parler, cet exercice, de parler de mise en jour des fichiers électoraux, la révision des listes électorales qui est même dans les textes de octobre-décembre. Et donc, ça obéit à des options des élections. Mais par contre, j'avais dit à un moment donné, avait appelé les partis politiques qu'ils sont fin prêts, mais depuis là, c'est silence radio. Moi, je pense que il ne faut pas aller à rythme militaire, il faut aller à rythme politique. Ils occupent des fonctions politiques. Donc, s'ils ont des fonctions politiques, leur interlocuteur, c'est les partis politiques. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'apaisement
doit se faire à ce niveau. Parce que aller à des élections, on le fait avec les politiques. Sinon, on ne parle pas de démocratie. Donc, quand les gens sont pour un oui ou non, ou bien pour des réunions, en tout cas, qui avaient été estimées illégales, je pense que pour des raisons politiques, une fois que le décret a été enlevé, on pouvait vraiment faire un non-lieu. Et pour que Monsieur Kaldjim, que reste-t-il maintenant après avoir atteint ce grade de généraux de différents membres du CNSP? Il parle de dire que ce que ça va apporter comme opportunité par rapport à ces gradations. Moi, je pense que non. C'est le mérite qui a été consacré. Maintenant, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'aller à un terrain plus politique. Le plus politique, c'est quoi? C'est aujourd'hui, il faut une feuille de route claire, avec un gouvernement de mission. Mais cela nous conduirait, M. Kaldjim, à une transition interminable. Non. Si, par exemple, vous avez un premier... Aujourd'hui, l'actuel qui a la primature parle tout sauf les élections. L'actuel, c'est qui l'actuel? C'est le docteur Choguel Kogala Maïga, c'est sa fonction. C'est facile de prononcer, il parle tout sauf les élections. Alors que quand on regarde les différentes communications du gouvernement, on sent alors qu'il y ait des options d'élection. Les nominations au sommet de ceux qui ont des postes militaires de fonction, aujourd'hui les plus élevés, c'est Assimi lui-même, c'est Diaw, c'est les 5 colonels. Donc, qui sont les 5 généraux, excusez-moi, vous l'avez dit à l'entame de vos propos. Voilà, donc aujourd'hui, c'est politique, ces nominations sont politiques. Donc, c'est pour dire que, voilà, bravo pour ce que vous avez fait pour l'armée malienne, bravo pour ce que vous avez fait pour la transition. Et donc, même si le timing est déplorable, et ça obéit à la sortie de la transition. Donc, aujourd'hui, il faut un Premier ministre qui doit parler le langage qui convient vraiment à l'itinéraire qu'a choisi le président de transition. Sauf que on n'est pas dans ce scénario. D'accord, on n'est pas dans ce scénario, nous sommes très pris par le temps. Sinon, on aurait revenir sur cette actualité du Premier ministre. Oui, docteur Ali Agali, et finalement, qu'est-ce qui reste après cette élévation des 5 colonels au grade de généraux? Qu'est-ce qui reste finalement? Après cette graduation, je pense que nous avons beaucoup de chemin à faire. Et parce que le Mali, nous avons beaucoup de défis pour continuer. Et on doit s'atteler aux questions socio-économiques. Vous le savez pertinemment, il y a beaucoup de situations qu'il faut gérer rapidement. Et pour qu'on puisse avoir l'équilibre, qu'il y ait un apaisement à tous les niveaux. Et nous savons qu'aujourd'hui, la situation est très difficile. Très difficile. Pour ne pas dire que la situation est caillou. Et pour pratiquement la majeure partie de la population. Et c'est bien vrai que cela se comprend, mais on doit faire des efforts. Et les autorités doivent avoir ce génie créateur, cette innovation, et pour qu'on puisse avoir des alternatives rapidement avec toute la population et qu'on ait des voies de sortie, des voies de secours. Et pour qu'on puisse vraiment soulager les esprits, les cœurs par rapport aux questions socio-économiques. Et vous avez tous ces mouvements qui sont ces derniers jours. On parle toujours des questions d'électricité qui restent pendantes. On parle des questions déjà avec les bouchers, qui est une situation réelle qu'on doit gérer, mais avec la manière. Et c'est vrai que chacun se plaint, mais il faut qu'on soit ensemble pour contrôler les solutions appropriées et par rapport aux besoins des populations. Et j'aime le dire, il est toujours important d'avoir des solutions adéquates à nos problèmes. Et c'est vrai qu'on peut toujours imaginer des solutions, mais des solutions qui sont vraiment adaptées, qui répondent à nos normes et qui respectent vraiment les uns les autres avec leurs implications. C'est de cela qu'il s'agit. Et le Mali a besoin de cette stratégie à tous les niveaux. À tous les niveaux. Si on a la chance d'être à des fonctions à certains niveaux de responsabilité, chacun doit faire le maximum pour trouver des solutions par rapport aux différents problèmes que nous avons. Très bien, je pense que la transition est toute trouvée. Cela nous conduit au second sujet de ce débat consacré justement à la grève des bouchers. C'est une grève illimitée, faut-il le rappeler, qui a été déclenchée le mercredi dernier suite au déguerpissement des marchés à bétail. Nous avons justement recueilli les impressions de certains qui sont dans ces différents marchés. Et voilà, en tout cas, les commentaires vont bon train et justement, on n'a pas de viande finalement à manger chez nous, difficile, hein, mais il s'accorde bien, puisque lui c'était un buveur de lait, certainement que cette grève des bouchers, il n'est pas certainement très concerné par ça, M. Kabdiem. On ne va pas personnaliser, allons dans le fond du sujet, ces grèves et ses conséquences. Moi je pense que le gouvernement n'a pas géré avec dextérité cette affaire. Les raisons évoquées sont
même ça aussi, il y a un problème de communication. Nous condamnons le terrorisme, nous condamnons tous ceux qui peuvent des soutiens, en tout cas au culte du terrorisme, nous condamnons notre soutien à l'armée. La sécurité est indispensable, la sécurité est prioritaire pour les personnes et les biens, mais aussi pour l'État et les emprises militaires. Alors, après l'attaque que nous condamnons contre la gendarmerie et l'aéroport, l'État a estimé, selon ses propres renseignements, que alors certaines zones doivent être délocalisées. Donc cette question ne fait pas de débat. Mais là où le gouvernement, et comme je l'ai dit, quand le chef du gouvernement est dans les cours d'histoire politique, ça pose problème. Parce que dans cette question, ça manquait de dialogue social. Il fallait un dialogue social. Ceux qui sont là, c'est des Maliens. Certains sont là depuis le temps, certains Garabal existent depuis le temps de Modibo. D'autres, ça fait 30 ans, ils sont là. Et ce n'est pas seulement les vendeurs de ces animaux à bétail. Vous avez beaucoup d'activités autour de ça. Et donc, qui créent des emplois directs et indirects. Mais aussi, c'est des Maliens. Donc, on est dans une situation où tout le monde reconnaît, même l'ami du pouvoir reconnaît que la situation, il y a caillou. Alors, ce n'est pas le moment de détruire les activités économiques. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait un dialogue. Pour des raisons de sécurité bien communiquer, informer l'opinion, les faire comprendre et dire que nous allons délocaliser, mais à des endroits raisonnables. Et ces endroits aussi devraient être viabilisés en amont. Il fallait aussi des mesures d'accompagnement, puisque c'est des Maliens, c'est des activités lucratives, mais qui permettent aussi à des Maliens de faire vivre des familles. Et donc, si l'État devrait intervenir pour dire que pour des raisons de sécurité, ces endroits devraient être déguerpis, mais il fallait d'abord aménager des endroits, pas quand même à des endroits Zantigila, etc. Non, c'est excessif. Il fallait, même si l'État devrait payer avec des particuliers à des endroits raisonnables, et faire en sorte que ces endroits puissent être aménagés et que même les détenteurs de ces parcs-là allaient dire que l'État même nous a aidés, nous a mis dans les meilleures conditions là où on était. Mais on ne dit pas aux gens dégager, aller dans les brousses comme ça et que bon voilà, parce qu'il y a des raisons de sécurité, on ne gère pas un problème de sécurité pour créer d'autres insécurités et d'autres questions sociales. Donc moi je me dis aujourd'hui que l'État doit s'atteler vraiment à renouer le dialogue pour que toutes les parties puissent trouver un compromis dynamique. D'accord, trouver un compromis dynamique. Oui, docteur Ahmadou Touré, c'est une décision certainement que Issa Kaoujdim juge un peu. Des jours au Mali qui vit du jour au jour, je pense que c'est déjà un premier problème. Et quand nous regardons aussi, l'activité principalement, c'est les animaux qui sont nourris tous les jours. Donc c'est des circos en termes d'économie et qui font que forcément ceux qui ont ces animaux vont perdre. Et ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi je disais il faudra qu'on essaie de comprendre et de trouver des solutions adéquates. La question que je me pose, est-ce que ces sites étaient déjà prévus dans le plan d'urbanisation même de Bamako? Ça, c'est des questions à vérifier et à analyser. Et si c'est le cas maintenant, et pourquoi ne pas trouver des alternatives par rapport à cette situation? Et si ce n'était pas prévu, pourquoi ne pas prévoir ces sites? Parce qu'en fait, au Mali, il y a beaucoup de situations qui connaissaient de gérer, entre guillemets, de façon toujours urgente, parce qu'il y a une mauvaise planification. Aujourd'hui, il faut regarder, je prends un exemple, il y a des garagistes, des mécanos, chaque fois on les fait déplacer. C'est la même situation, même si ce n'est pas des raisons sécuritaires. Et c'est la même situation où on doit trouver des moyens et prendre des dispositions pour que ces zones soient sécurisées si nous pensons que c'est des sites, comme on dit, d'insécurité. On doit faire en sorte que, même si ça a été décelé, pourquoi ne pas trouver des alternatives? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour sécuriser les zones? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives, etc., etc. Est-ce qu'il n'y avait pas la solution de les organiser pour qu'on puisse mieux sécuriser ces zones, etc., etc. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut une solution adéquate parce qu'il faudra qu'il y ait un dialogue. Et quand on écoute les différentes parties, et je suis sûr, les gens trouvent des solutions plus appropriées, plus adaptées par rapport à la réalité. Et même si il faut délocaliser, est-ce qu'il faut aller de façon urgente ou bien il faut aller de façon progressive? Ça dépend. Et la situation d'urgence par rapport à la sécurité, je ne pourrais pas discuter parce qu'en matière de sécurité, il y a des moments où on doit prendre des mesures fortes. Il y a certaines décisions, on est obligé de s'assumer quand on est responsable.
Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais il faudra prendre le temps d'expliquer pour avoir l'adhésion des uns et des autres par rapport à l'opportunité et par rapport à la pertinence de la décision. Et si tout le monde comprend, il y a plus de solutions. Mais s'il y a des incompréhensions, il faut que les zones d'ombre soient éclairées et que ces partis ont la voix et qu'ils ont leur point de vue pour être traités. Et si on tient compte, je suis sûr, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y aura une solution adéquate, parce que pour moi, c'est un bras de fer, et pour moi, ça ne va pas trop durer parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé de discuter. Parce que c'est les mêmes Maliens, c'est la même population. Nous n'avons pas à manger. Ceux qui vendent, ils ne gagnent pas. Même les dibiteries, c'est la même chose. Tout le monde. Et tout le monde perd. Et on sait la place de l'alimentation de la viande au Mali. Et c'est très important. Il ne faudra pas que notre vécu alimentaire soit modifié pour des raisons X qu'on peut corriger entre nous. Et pour nous, faisons l'essentiel. Mettons notre talent, comme on est en exergue, mettons notre génie pour qu'on puisse trouver cette solution urgente, les 72 heures maximum. D'accord. Oui, docteur Ahmadou, on sait très bien que la raison fondamentale pour... Deuxièmement, c'est son opinion, je respecte. Mais d'abord, son analyse me semble vraiment, c'est tout à fait différent de ce qui se passe dans les amphis. Ça, je comprends, c'est des matières intellectuelles. D'abord, c'est cette structure-là informelle. Les gens parlent parce que les gens sont touchés. Ça n'a jamais été formalisé. On ne sait pas qui amène qui sont les exportateurs, qui sont les propriétaires des animaux, qui sont les intermédiaires, qui sont les vendeurs, qui sont les démarcheurs. Ce secteur-là, il faut être dedans pour comprendre. Maintenant, s'il s'agit d'organiser, de créer des conditions plus sécurisées, ça ne se fait pas de la manière dont ça a été fait. L'urgence sécuritaire, on souscrit à ça, l'État qui apprécie l'urgence sécuritaire. Maintenant, le problème de fond n'est pas traité. Si on parle de urbanisation, de voir les endroits, mais c'est pas seulement, ça ne concerne pas seulement les parcs à bétail. À Bango, ici, il y a tellement de choses qui sont sur même en montant sur le pont. Vous voyez des vendeurs de bananes de haute, au vu aussi de tout le monde. Sur là où passent les trottoirs. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a des citoyens qu'on ferme les yeux sur leur indiscipline et leur irrespect des lois, et d'autres, il faut les sanctionner. Parce que le problème de délocaliser pour des raisons de sécurité, tous les Maliens ont compris la nécessité. Maintenant, l'État accompagner les citoyens, les aider et améliorer même leur performance est un travail du gouvernement. Quand il dit que ça ne pénalise pas l'État, c'est parce que l'État bénéficie des taxes, des impôts des Maliens que ces gens font partie, qui paient des taxes. Même les endroits où ils occupaient. Et donc, ceux qui ont des katakatani qui poussent, ils payent. Et tous ces gens qui sont là, c'est des Maliens. Et ce sont les impôts, les taxes de ces gens qui font que ceux qui ne sentent pas là, ne sentent pas. Ce n'est pas de leur argent. Donc à un moment donné, il faut qu'on essaye de comprendre les choses. Ceux qui parlent au nom de l'État, tous les fonctionnaires, y compris, ils ne sont même pas 500 000 personnes. Et les 22 500 des Maliens, c'est leurs impôts et taxes qui font qu'ils ne sentent pas. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte de cette école. Quand tu as un problème, il faut voir tous les paramètres, trouver des solutions dans un esprit de dialogue, mais dans un esprit aussi de gagnant-gagnant. Parce que quand il y a des Maliens qui perdent leur emploi, quand il y a des Maliens, jamais certains ne vont plus travailler. Parce que quand vous le dites, quelqu'un qui travaillait, qui venait vendre de la nourriture à côté, ou bien qui venait vendre des cordes, ou bien qui venait... Quand vous le dites de se déplacer à 30 km de Bamako, mais il ne pourra plus le faire. Donc moi je pense que c'est un gâchis. Il faut vraiment renouer le dialogue, trouver un compromis, dire qu'il y a une décision irréversible. Seul Dieu est irréversible. On ne dit pas de revenir forcément là où ils étaient, mais de trouver des endroits qui ne sont pas des emprises de sécurité, mais qui ne sont pas aussi des endroits très éloignés, parce que ça, on déplace seulement le problème. Qui va aller à 30 km de Bamako pour aller chercher un mouton? Alors que si les gens vont prendre 4-5 moutons devant les bordures de guidron, moi je m'arrête pour payer, lui il va s'arrêter pour payer. Donc ça aussi c'est de l'infraction. Donc il ne faut pas prendre des décisions qui vont vous revenir par la fenêtre. D'accord. Ceci nous conduit au troisième sujet de ce débat. Cette fois-ci, la transition n'est pas trouvée, mais nous allons nous y mettre. Voilà, là, c'est un autre problème qui est aussi là, qui est posé depuis quasiment un mois. Oui, la rentrée scolaire qui avait été officiellement prévue pour le 1er octobre a été reportée
pour le 4 novembre prochain. Une date aussi qui fait planer le doute compte tenu des difficultés que nous rencontrons dans les différentes écoles. Nous avons vu tout au long de la semaine, en tout cas, une bonne partie du gouvernement sur le terrain, en tout cas, en train de travailler d'arrache-pied, de se rassurer, de constater de visu ce qui se passe dans les différents établissements. Rentrée scolaire du 4 novembre, est-ce que ça tient? Docteur Amadou Touré, oui, la rentrée qui avait été reportée pour le 4 novembre, c'est une date aujourd'hui qui fait planer en tout cas le doute, même si les dernières rencontres des différents ministres, en tout cas, sont pour le moment rassurantes. En réalité, au contraire, on n'a pas d'informations contradictoires. Je sais que les autorités administratives sont sur la question. Je sais qu'il y a eu plusieurs rencontres pour faire l'évaluation des différents sites. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que les uns et les autres puissent trouver peut-être des zones de recasement, etc., etc. Et je n'ai pas la solution, mais je reste ferme pour dire que cette ouverture sera officielle le 4. Mais il n'est pas évident que ce soit forcément effectif à tous les niveaux, parce que connaissant bien la lenteur souvent dans la gestion des différents problèmes que nous avons, et c'est très probable qu'il y aura des endroits où ça sera peut-être partiel, c'est pas exclu, et ça c'est des probabilités qui ne sont pas à négliger. Mais nous demandons quand même aux autorités de prendre toutes les dispositions encore vraiment urgentes et pour que la rentrée puisse être maintenue, c'est ça la question. Et parce que quand il y a une solution, il faut mettre les différents acteurs et ceux qui sont dans les situations difficiles aujourd'hui, on doit faire en sorte qu'ils puissent trouver des solutions alternatives pour sortir des établissements. Et on doit faire ensuite que l'année aussi ne soit pas aussi perturbée. Je pense que c'est des équations. Et ça ne doit pas être impossible à la date d'aujourd'hui si tous les Maliens se mettent à la tâche. Et c'est à nous d'être solidaires par rapport à cette situation. Et si tous les départements y travaillent, et si toutes les communautés s'y mettent par rapport à cette question, et comme je l'ai dit, à la matière, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On peut être solidaire, comment prendre ces différentes situations en main et pour que cette rentrée soit vraiment effective, parce qu'on a eu au moins un mois. Un mois pour un gouvernement qui travaille, un mois pour une communauté qui s'entraide, un mois et pour des gens qui sont vraiment dans les soucis de sortie même de cette situation de sinistre. Je pense qu'on peut trouver la solution. Oui, on peut trouver la solution. Monsieur Kabdim, la rentrée qui avait été reportée pour des raisons de l'état de catastrophe naturelle, ce sont les raisons qui avaient été annoncées à l'époque par les autorités de la transition. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on penser que les conditions sont vraiment réunies afin que nous puissions aller à une rentrée effective le 4 novembre prochain? Bon, je pense qu'il y a des aspects techniques qui, je ne vais pas jouer au pédant, mais il y a des aspects logistiques, mais il y a aussi des aspects politiques. Après un report de 1 mois, et puis 1 mois après dire qu'on n'est pas capable d'ouvrir l'école, ça va décrédibiliser la parole des autorités et qu'il ne faut pas qu'on arrive là. Maintenant, on parle de rentrée partielle, timide, peu importe l'expression jacobine à la matière, mais le plus important, je crois que cette fois-ci, le gouvernement va faire véritablement face à la vraie crise de l'école. Parce qu'il y avait eu un effort de discipline, un effort d'engagement. On avait même salué les 2 dernières années que le gouvernement de transition avait fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une école apaisée et déloger vraiment ceux qui se cachaient derrière l'AEM pour faire des choses inacceptables, même si la manière de dissoudre l'AEM fait des réserves. Mais l'école doit rester un lieu de savoir et non un lieu d'autre chose. Ça, tout le monde a félicité les autorités de transition. Mais il faut reconnaître que la question n'est pas seulement une question d'inondation. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Il y a des communautés, comme il a si bien dit, des partenaires de l'école qui réclament leur dû, notamment les syndicats ont fait des sorties pour dire que depuis 2019-2022, qu'ils ont vraiment des avantages qui n'ont pas été respectés conformément à leur cahier de charge, donc ils réclament cela. Mais il y a des écoles partenaires de l'État qui bénéficiaient de ce qu'on appelle des subventions qui n'ont pas été payées. Donc ça c'est l'aspect financier. Mais l'aspect politique aujourd'hui c'est quoi? C'est que l'opinion est divisée, c'est la question. Parce que, pourquoi est divisée? Quand on va dire que, partiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire des écoles nantis pour ouvrir, des écoles qui sont dans des situations difficiles où c'est des écoles des enfants de pauvres, ils vont rester dans la queue, attendre que on trouve une solution. En ce moment, on va créer une situation
inconfortable. Et donc, ce n'est pas une bonne communication. Moi, je pense qu'il faut tout faire, qu'il y ait une rentrée partout, et que cela doit se faire parce que un mois, professionnellement, parce que nous estimons que l'État a pris un mois, ce n'est pas seulement en disant je prends un mois, l'État a estimé, en voyant le besoin et tout ce qui devait se faire avant un mois pour qu'il y ait une rentrée effective. Donc si on parle de voix, en tout cas, qui sont un peu, surtout le professeur, qui nous avait juré ici qu'il n'y aura pas de rentrée, maintenant qui parle maintenant partiel devient politique comme nous d'ailleurs. Donc du coup, moi je pense que... Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye vraiment de tout faire. Parce que si on peut, en 48 heures, déguerpir les parcs animaux, mais il faut aussi un mois pour que l'école soit effective. Donc moi, je pense que gouverner, c'est prévoir. Il n'y a aucune excuse que la rentrée ne soit pas effective. D'accord, il n'y a aucune excuse. Oui, docteur Amadou Touré, vous souriez au propos de Sakabdim. Vous parlez tantôt d'une rentrée, disons, timide, sinon, voilà, et qui ne sera pas forcément effective pour, en tout cas, tous les Maliens, tous les enfants maliens. Et oui, une rentrée, certes, mais en laissant dans quel état les salles de classe, parce que nous savons très bien que c'est des salles de classe qui avaient été occupées par des hommes et des femmes pendant un moment donné. Les inondations aussi sont passées par là. Est-ce que réellement ces conditions, est-ce qu'elles sont vraiment réunies afin qu'on puisse améliorer? C'est l'une des raisons ou raison d'autres que j'avais dit partielle. Je ne suis pas en politique l'un des Kaoudiens parce que peut-être qu'il ne m'a pas compris. J'ai dit une ouverture partielle. Cela veut dire quoi? Les salles de classe transformées en salles d'occupation, en cuisine, occupées. Est-ce que les écoles, les établissements détruits à 100% il y a eu reconstruction? Donc les enfants éloignés... Il y a même des écoles qui sont écroulées. Écroulées, tout à fait, détruits 100%. Et les enfants éloignés qui seront relocalisés dans les villes. Aux écoles privées, nous savons très bien qu'il y a des écoles qui sont en souffrance, qui souffrent énormément à cause des impayés, comme l'a si bien rappelé M. Kaoudim, lié aux impayés des subventions. Est-ce qu'avec les 200 milliards qui ont été débloqués pour faire face à une partie de la dette intérieure, vous pensez que la priorité devrait être donnée aux écoles privées afin de faire face justement aussi à la charge, parce qu'ils sont aussi confrontés à une charge, sans pour autant compter la masse salariale et d'autres activités, sinon d'autres charges aussi qui les incombent? Il y a un concert méga où on appelle ses partisans déguisés pour dire que ils étaient là. Payer, quand on va demander aux militants de payer, même les grandes démocraties demandent des contributions, mais ne procèdent pas de cette manière. Est-ce qu'il est capable de faire ça dans des zones rurales? Je crois qu'il faut arrêter ça. Ce qu'il fait, ce monsieur, il fait croire que voilà, il veut innover. Non. C'est quand même une initiative innovante. Non, on peut demander aux gens volontairement de faire des contributions, mais quand vous dites de payer, ceux qui veulent venir qui ne peuvent pas payer, ils vont rester dehors. Je crois que ça, il faut éviter. Est-ce que pensez-vous qu'un tel exercice serait possible chez nous ici? En fait, même ce qu'il fait, c'est même contre-productif. Il est un peu dans une ambulance frélatée. Parce que quand vous allez dans des zones rurales où les gens cherchent à boire, il y a des milliers de pauvres Sénégalais qui sont dans des coins reculés. Alors quand il y a des meetings là, on va l'idée aussi de payer. Non, le parti doit trouver des solutions aux problèmes des populations. Maintenant, ceux qui veulent soutenir le parti, moi je ne connais pas la loi électorale au Sénégal à la matière, comment les partis politiques sont financés pour les élections. Maintenant, ils veulent faire croire que bon, voilà, c'est les populations qui nous soutiennent, c'est les populations qui nous financent, mais c'est faux, parce qu'ils ont déjà l'État. Quand vous avez l'État, tout le monde vient vers vous. Quand il était dans l'opposition, au moment où il voulait faire les élections présidentielles, ils n'ont pas fait de meeting payant. Maintenant qu'il est à la privatie, là, la présence, il veut essayer de manipuler les esprits. Moi, je pense que ce monsieur-là, vraiment, c'est une erreur de parcours. Mais c'est la volonté de Dieu, mais il va s'essouffler. Et la réalité du pouvoir va le rattraper. D'accord. Pour tout le respect que nous avons pour le peuple sénégalais. C'est une question maliano-malien. Donc l'État est là pour les Maliens et les Maliens aussi ont des droits comme des devoirs. Je pense qu'il faut renouer le dialogue pour qu'on trouve une solution pour le bonheur de tous. Maintenant, mon coup de bonheur, coup de gueule, je viens de le dire. Le coup de cœur, je pense que c'est un souhait. C'est un souhait parce qu'aujourd'hui, il faut aller à l'apaisement. 5 ans presque de transition où nous sommes prêts dans une logique, si c'est la volonté du président de transition de le soutenir, mais je pense qu'aujourd'hui il faut de l'apaisement politique. J'ai un coup de cœur pour mes frères, mes collègues, parce que ça peut arriver à tout le monde. Pour des raisons politiques, ceux qui sont emprisonnés,
Je pense qu'il faut l'élargir dans le cadre d'un apaisement, parce que quand on parle de dialogue et réconciliation, et quand au même moment nous avons des gens, c'est des Maliens comme nous, qui avaient un moment pris des armes contre le pays, qui avaient même proclamé l'indépendance de l'Azawad, se trouve au CNT, se trouve au gouvernement, au nom de la paix et de la réconciliation, parce qu'ils ont adhéré à un Mali que nous félicitons. Mais ceux qui sont des hommes politiques aussi, à un moment donné, on a estimé qu'il y a eu une réunion qui était illégale. Je pense que si le degré même a été enlevé, je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment les permettre, même s'il doit être sous l'autorité contrôle judiciaire, qu'ils puissent regagner leur famille. C'est des Maliens, ils ont eu, beaucoup d'entre eux ont eu à occuper des postes de responsabilité. Je crois que cela aussi va contribuer à l'apaisement et au vivre ensemble. Parce que si on fait un dialogue pour parler de paix et réconciliation, on fait la paix avec ceux à qui on n'est pas d'accord, mais on fait la réconciliation entre nous. Je pense que j'en appelle vraiment au leadership du président d'avoir vraiment un regard plus politique pour que nous puissions aller dans la même direction. D'accord, c'est sur ce mot de M. Issa Kaoudim que nous allons refermer ces RDI. Je rappelle justement que nous étions avec Issa Kaoudim. Il est le président de l'ACRT Fosso Kaouli. Ça fait un plaisir, M. Issa Kaoudim. C'est un immense plaisir. Revenez nous voir quand vous le souhaitez. Président, voilà, deuxième invité de ce débat, Dr Ahmadou Touré, analyste politique et sécuritaire, mais aussi écrivain. Docteur, c'est un plaisir également. Un plaisir partagé. Merci à vous aussi. Troisième invité, Dr Alidi Agaliwele, il est le vice-président du parti BRDM. Merci à vous aussi, Dr Agaliwele, pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver la rediffusion de cette émission.